Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette troisième Université des Arènes sur le thème Brexit Catalogne, quelle redistribution des pouvoirs en Europe. Merci tout d'abord à la Maison de l'Europe qui nous accueille ce soir dans cette très belle salle. Par ailleurs, vous pouvez suivre leur actualité car ils font des événements toute l'année, je crois. Tout à fait. Cet événement est organisé par le collectif des Arènes, qui est un collectif qui organise également le festival Les Nuits des Arènes, dont la 4e édition aura lieu les 30-31 août et 1er septembre 2018. C'est un festival pluridisciplinaire qui se déroule aux arènes de Lutèce. Voilà. Donc, à côté du festival Les Nuits des Arènes, nous organisons une fois par mois un débat d'actualité comme celui de ce soir, en partenariat avec la mairie de Paris. Je vais donc passer aux présentations. Donc moi je suis Paul Leverrier, je suis membre du collectif des Arènes. Je vais modérer ce débat ce soir. Sont présents ce soir pour intervenir Léa Gévaudan, excusez-moi, vice-présidente en charge des relations européennes au sein de l'association Les Jeunes Européens en France, qui rassemble plus d'1 millier de jeunes dans toute la France. Et à ma gauche, Guillaume Clossat, fondateur du think tank Europa Nova, directeur de l'Union européenne de radio-télévision. Guillaume a été Sherpa du groupe de réflexion sur l'avenir de l'Europe au Conseil européen, et également écrivain. Vous avez publié Europe, la dernière chance, en interrogation, en 2011, et Une jeunesse européenne chez Grasset, qui est un récit européen de la génération Erasmus. Voilà pour les présentations. Lors de nos débats avec le collectif des Arènes, nous avons comme volonté de donner la parole au public afin de créer un vrai dialogue pendant 1 heure, 1 heure et demie. Donc nous vous invitons à prendre la parole à n'importe quel moment en faisant un signe à Clarisse, un signe subtil. Lors de vos interventions, nous vous demanderons de respecter l'opinion de chacun, de rester calme et de bien parler dans le micro, car nous enregistrons en même temps ce débat. Donc pour commencer, est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Je présume que non. En 2016, le Brexit signe la première sortie d'un État membre de l'Union européenne depuis sa création lors du traité de Rome en 1957. En parallèle, plusieurs régions de l'Europe font valoir de plus en plus fort leur envie d'indépendance, comme l'Écosse avec son référendum pour l'indépendance en 2014, et plus récemment la Catalogne en Espagne. Ces événements interrogent le sens de la construction européenne. Mais avant de rentrer dans le détail des régions comme la Catalogne ou le Brexit, on va se demander dans un premier temps quel est l'état de l'Europe. Et pour cela, je vais me tourner vers Guillaume Clossat, qui à son initiative a lancé un appel pour une nouvelle renaissance de l'Europe et a créé la plateforme démocratique Civico. Et récemment, vous venez de rendre le rapport La Voix européenne pour un futur meilleur au président Jean-Claude Juncker et Donald Tusk. D'où vient ce rapport ? Qu'est-ce qui vous a incité à le lancer ? On m'entend ? Ouais. En fait, début 2016, tout le monde pensait que le Brexit, que le vote britannique en faveur de la sortie, parce que le Brexit n'a pas encore eu lieu et on ne sait pas s'il aura lieu, n'aurait pas lieu. Et je me rappelle, j'avais reçu dans le cadre de mes fonctions de directeur de l'Union européenne de radio-télévision, vous connaissez l'UER parce que vous connaissez l'Eurovision, le chef de cabinet de Jean-Claude Juncker, président de la Commission, qui lui dit ne vous inquiétez pas, les Britanniques ont obtenu ce qu'ils veulent, et donc... et moi je me rappelais le référendum français, et puis je me rappelais mes études au Royaume-Uni, et où j'avais eu un prof d'histoire britannique qui nous expliquait que l'identité britannique avait été très troublée jusqu'aux années 70, qu'il y avait un vrai questionnement sur l'identité du Royaume-Uni,
qui était liée au fait que l'identité britannique est une identité très institutionnelle, la monarchie, la religion anglicane, l'Empire, etc., et que tout se déglinguait depuis les années 30, et que l'Union européenne, en fait, avait servi de déport, parce qu'on ne se posait plus la question de l'identité britannique, mais on se posait la question de l'utilité de l'Union européenne à la place. Et donc, depuis que le Royaume-Uni était rentré dans l'Union, eh bien, les Britanniques interrogeaient en permanence l'Union comme étant quelque chose qui menaçait leur identité, alors qu'ils avaient une crise identitaire antérieure. Donc c'était le bouc émissaire depuis 4 décennies. Et je me suis dit, mais on risque d'y aller comme les Français ont voté non en 2005. Et si jamais le Brexit arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors j'ai commis dans Le Monde en février 2016 une tribune disant, voilà, si jamais le Brexit arrive, il faudrait que les Européens, d'une part, soient unis pour gérer le Brexit, et d'autre part, lancent une feuille de route de relance du projet européen. Et cet article, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Cet article a eu un succès incroyable parce qu'il a été repris par toutes les agences de presse, et la BBC, dans son journal, l'a même mis en une. C'était à peu près, ce qui est rarissime d'un article du Monde, mais qui ouvrait un débat quelque part sur si jamais le Brexit arrive, est-ce que les Européens peuvent créer les conditions d'un sursaut? En avril, on voit que les sondages commencent à décliner, et là, moi, je commence à avoir la pétoche, parce que ma conviction, c'est que si jamais ça arrive, il y a un risque d'implosion du projet européen, parce que tout le monde va tirer dans son sens. Et j'ai travaillé au Conseil européen, et j'étais notamment Sherpa, donc j'appelle mes anciens collègues, et je leur dis, mais donc à l'Élysée, au Conseil européen, à la Commission, à Berlin, et je leur dis, mais qu'est-ce que vous avez prévu si jamais le Brexit arrive? Et ils me disent, mais Cameron a demandé aux chefs d'État et de gouvernement et aux patrons de tous les partis en Europe de ne rien prévoir. Parce que si jamais il y a un plan B, eh bien c'est sûr, les Britanniques vont voter pour la sortie du projet européen. Et ils me disent en parallèle, ce serait quand même pas mal de prévoir quelque chose là, mais nous on ne peut rien faire. Est-ce que tu as des idées? J'ai la marraine de mon fils qui avait travaillé, qui est une Portugaise qui avait travaillé pour Juncker, et qui me dit, le président de la Commission est assez inquiet, est-ce que tu auras une idée sur ce qu'on peut faire? Et là, je commence à me rappeler des travaux qu'on avait commis pendant le groupe de travail de réflexion sur l'avenir de l'Europe avec pas mal de monde. Et je me dis, il y a plein de propositions qui peuvent permettre de relancer le projet européen et qui peuvent avoir un impact positif pour les citoyens. Mais il faudrait qu'on mette le citoyen au cœur du projet. Je commence à écrire un article qui dit en gros 3 trucs. Si jamais il y a Brexit, il faut qu'on ait une vraie unité dans la négociation, parce qu'autrement l'Europe va imposer. Secondo, les citoyens ont besoin d'une vraie vision d'avenir collective qui englobe tous les citoyens de l'Union et qui les remette au centre. Et tertio, il faut une feuille de route pour, sous-entendu, après les élections françaises et allemandes, quand le climat politique sera plus favorable, pour relancer le projet européen autour de propositions concrètes qui impactent positivement à court, moyen ou long terme la vie des gens. Donc, en gros, j'écris ça, je le propose à des journaux, et puis le Figaro me dit, ah, on est intéressé, on serait même intéressé à le publier partout en Europe si vous trouviez des signataires. Et je me dis, chiche, et donc j'envoie l'article à une quinzaine de personnes, dont des gens qui n'ont jamais pris de position européenne, type Roberto Saviano, qui est l'écrivain qui a signé Gomorrah, donc des artistes, des intellectuels, des gens comme la philosophe Cynthia Fleury, d'anciens chefs d'État et de gouvernement, des parlementaires européens, de toutes les sensibilités des 4 coins de l'Union. Ils me disent tous oui, et chacun rajoute son idée. Et l'article sort le 9 mai, journée emblématique, dans une quinzaine de journaux, et la plupart du temps en une. En une en Espagne, en une en République tchèque, en République slovène, en une en Italie, en une au Portugal, en une en Hongrie. C'est un truc qui s'est jamais vu juste sur un appel. Et là, il y a des milliers. On avait créé à la ramasse, à l'arrache, une page web, et il y a des milliers de gens qui nous écrivent en disant, oui, mais vous invitez à remettre le citoyen au cœur, les citoyens à se prendre en main et à agir, nous on est prêts à le faire, qu'est-ce qu'on fait concrètement, quoi? Premier étonnement, parce que bon,
j'ai écrit des articles, hein, j'ai écrit des tribunes, mais j'ai jamais eu en une nuit. El País avait eu le malheur de mettre mon adresse personnelle mail dans leur site, et on a eu 4000 personnes qui nous écrivent. J'ai jamais vu ça, hein, jamais vu ça. Et ça commence à minuit. Je me dis, tiens, on a ma boîte de ça n'arrête pas et ça n'arrête pas pendant plusieurs jours. Et seconde surprise, François Hollande nous dit, bah, écoutez, j'aimerais bien vous recevoir. Et puis Angela Merkel contacte les membres de l'APEL, et puis Juncker, et puis Tusk, etc. Ils nous disent, bah, on aimerait discuter avec vous. Et donc on va tous les rencontrer. Et là on se dit, bon, on a lancé un appel, mais comment on fait, quoi? On dit, cet appel, ça devient un mouvement, mais on ne savait pas quoi faire. Et on n'a même pas répondu aux 4000 personnes parce qu'on était dans l'incapacité logistique, donc on a créé des frustrés. Et secondo, quand on voit les chefs d'État et de gouvernement et les dirigeants de l'Union, ils nous disent deux choses. La première, c'est, bon, si jamais le Brexit arrive, on a besoin que vous continuiez à prendre la parole pour qu'il y ait une dynamique bottom-up qui nous pousse à être unis dans ce qui va se passer après. Et de manière plus générale, certains d'entre nous peuvent avoir du leadership, mais si on ne sent pas une pression populaire transnationale, on n'est pas en mesure de prendre des décisions courageuses. Et secondo, si on devait faire une feuille de route de relance, qu'est-ce qu'on mettrait dedans? Voilà ce qui nous est arrivé. Et alors, le Brexit arrive, on lance un deuxième appel qui sort en une du JDD, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent, et pareil dans les autres pays, qui a aussi un impact formidable, parce que comme ça n'était pas prévu, tous les chefs d'État et de gouvernement et tous les politiques français, mais c'est vrai en Italie, c'est vrai en Espagne, etc., reprennent nos éléments de langage sur une feuille de route, l'unité dans la négociation, etc., un sursaut, une renaissance européenne. Et ça crée bizarrement un buzz positif dans les principaux pays de l'Union, avec l'idée que ça va être une opportunité, ce qui honnêtement n'allait pas du tout de soi. Et 3 conseils européens successifs reprennent nos éléments de langage sans y mettre aucune substance. C'est-à-dire il faut une feuille de route, etc. Ils mettent les thèmes, on avait dit il faut mettre la démocratie, l'éducation, la culture, etc. Et en octobre, on voit Juncker à Strasbourg, et là, il nous dit, écoutez, est-ce que vous pourriez réfléchir à ce que pourrait être cette feuille de route, concrètement, et est-ce que vous pourriez nous proposer un dispositif pour engager de manière continue les citoyens européens dans la dynamique européenne. Et là, on est un peu embêté, parce que c'est du travail, parce qu'on n'est pas organisé pour ça, que c'est juste un collectif qui comprend des intellectuels, des artistes, des syndicalistes, de plus en plus large, parce qu'on était parti à 15, et puis on est une bonne centaine, et puis il y a des milliers de gens qui nous suivent, mais on n'est toujours pas organisé. Et on va commettre ce rapport. Et on voit Tusk qui nous invite quelques semaines plus tard à le voir et qui nous pose exactement la même question, sachant que Tusk et Juncker sont toujours un petit peu en rivalité. Et on va commettre un rapport qui s'appelle la Voie européenne pour un futur meilleur, qu'on va remettre à Tusk, à Juncker, qui va avoir une bonne exposition, et que Emmanuel Macron, et qui converge complètement, je ne sais pas si tu as fait le comparatif, mais qui converge à 80-90% avec le discours de la Sorbonne. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et plusieurs propositions qu'on a faites ont été reprises à la fois par le président de la Commission et par le président de la République française. Et des choses qui peuvent paraître comme des détails, mais moi j'avais piloté sous présidence française, j'étais conseiller spécial à la présidence française, le dossier Erasmus. Et il y avait une idée qui me tenait, Erasmus, la démocratisation d'Erasmus qui ne concernait que les étudiants, et je pensais que d'une part il fallait massifier les étudiants, que d'autre part il fallait permettre aux apprentis d'y avoir accès. Ces deux recommandations, elles ont été prises en compte, mais il y en a une troisième qui n'a pas été prise en compte, c'était un Erasmus pour les collégiens et les lycéens. Pour une raison très simple, c'est qu'on avait fait faire des études, et on s'était rendu compte qu'un gamin en Europe, son horizon de vie, c'est 30 km à la ronde. Et donc comment peuvent-on faire des Européens si, de facto, nos systèmes éducatifs nationaux construisent des gens qui n'ont comme perspective que 30 km à la ronde? On ne peut pas. Et les expériences montraient que prendre un gamin une semaine à l'étranger quand il a entre 8 et 12 ans, on va dire,
et le mettre dans une famille, même si ni lui ni cette famille ne parlent la même langue, c'est un changeur de vie. Parce que tout d'un coup, il va se rendre compte que l'étranger, il n'est pas si différent de lui. Secondo, le problème de langue n'est pas un problème parce que les gens trouvent des solutions. Et donc, il ne va pas avoir peur des langues étrangères et il ne va pas avoir peur d'un environnement qui est un environnement étranger. Il ne va pas avoir peur de la différence. Et puis, il ne va pas avoir peur de bouger. Et donc, ça change la perspective. Et donc ça, c'était ça. Et je finis très vite, et après, Léa complétera, et puis les questions peuvent venir. On a fait ce rapport, on en a fait Macron a repris beaucoup de choses, en tout cas ça converge, et puis surtout, on s'est dit, mais comment on peut engager les gens de manière continue dans le processus démocratique? Et là, on est en train d'imaginer une sorte d'infrastructure de démocratie participative continue qui permettrait aux gens, entre deux élections du Parlement européen, de la Commission, d'apporter des idées, de faire une pression populaire pour pousser ces idées et de transformer ces idées en propositions politiques positives. Voilà. Et vous, Léa, avec votre association Les Jeunes Européens en France, est-ce que vous faites aussi des actions qui visent à remettre le citoyen en connexion avec le projet de l'Union européenne? Alors oui, du coup, les Jeunes Européens, donc nous on est une association, on est présent sur le terrain depuis 1992. Très récemment, on a créé une initiative, on a réuni 150 jeunes au Parlement européen à Strasbourg, de 38 nationalités différentes, et qui ont écrit pendant 3 jours une constitution citoyenne pour l'Europe. Donc ça a été, c'est une initiative qui a été diffusée. Le texte existe et il est très concret. On parle des institutions, de la manière dont on voit les choses pour l'Europe à long terme en fait, parce que voilà, il y a des problèmes institutionnels, et donc notamment on a la volonté de créer un gouvernement européen, un Sénat européen, enfin plein d'idées comme ça qui sont venues de 150 jeunes de plus de 38 nationalités différentes. Donc ça, c'était assez énorme pour nous de pouvoir organiser ça et de pouvoir diffuser ça. Ces idées, elles ont également été reprises, on l'a constaté dans le discours de M. Emmanuel Macron à la Sorbonne, notamment Erasmus pour tous. Ça, c'est des idées que nous, on défend dans nos résolutions politiques, puisqu'on est aussi on essaye de se positionner en fait en lobby politique auprès des institutions, et de faire passer nos idées. Donc voilà, notamment la mobilité pour tous, ça c'est quelque chose qu'on défend depuis longtemps. Voilà, après, c'est vraiment sur l'aspect citoyen. Pour nous, ce qui compte vraiment, en fait, ça va être d'aller chercher le citoyen, de le sensibiliser sur l'actualité européenne. Parce qu'en fait, on se rend compte finalement que les citoyens, ils ne sont pas quand on discute en fait avec les gens, ce qu'on fait beaucoup dans notre association, en faisant des actions de rue, on se rend compte que les gens ne sont pas fondamentalement contre l'idée européenne. Je veux dire, même les partis extrémistes ne sont pas contre l'idée européenne, ne sont pas contre l'idée de mettre en commun, de décider ensemble, et ne sont pas contre l'idée de la gouvernance européenne. Seulement, il faut en parler, il faut expliquer, et on se retrouve face à quelque chose au niveau européen où c'est trop compliqué et il ne faut pas en parler. Mais en fait, c'est faux, c'est pas compliqué, et il suffit de l'expliquer, il suffit d'aller vers les citoyens, il suffit d'expliquer comment ça marche, et en fait, les gens ne sont pas du tout fondamentalement opposés à l'idée européenne. Et on s'en rend vraiment compte en discutant et en faisant de la pédagogie dans les écoles, ce qu'on fait aussi, et en parlant en fait simplement avec les gens sur le terrain. Est-ce que quelqu'un du public souhaite rebondir, monsieur ? Merci. Tout ça est très louable et je souscris à 100%. Seulement, il faut, à mon sens, se garder des discours simplistes. Ce qui manque à l'Europe en ce moment, enfin moi, si je parle à des citoyens, la question qu'on me dit, pourquoi il n'y a pas une harmonisation de la fiscalité? Comment se fait-il que la TVA soit moins chère ailleurs, à droite à gauche? C'est ça qui gêne. La perception de l'Europe par les citoyens, c'est vous nous emmerdez avec nos fromages, le vin, etc. Et vous n'êtes pas capable de fixer les règles qui permettent une concurrence loyale. Alors faire une constitution, c'est très beau, ça sert à mon avis à pas grand-chose.
Il faut maintenant rentrer dans le dur, à mon sens. Parce que les citoyens n'adhéreront jamais si des sociétés peuvent aller à Amsterdam parce qu'elles vont payer moins d'impôts, en Irlande, etc., ou bénéficier d'un manque d'harmonisation totale. Et là, qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. La publication des paradis fiscaux est une petite blague, on n'a pas osé mettre les États membres, etc. Donc, je pense aussi qu'il y a un déficit énorme. L'Europe, elle est bâtie sur les présidents, le Conseil européen, la Commission, l'organe technocrate, et le Parlement, qui représente la démocratie. Que fait le Parlement? Il est faible. Vous connaissez votre parlementaire européen? Moi, non. J'ai travaillé en Angleterre. Le parlementaire européen en anglais, il représente sa constituency. Il est au courant des problèmes, et à Bruxelles, il se défend sur ces problèmes. Les problèmes locaux. Tant qu'on n'a pas des représentants qui ont une assise locale forte, qui connaissent les problèmes, qui peuvent, à partir de ce problème, les faire valoir, trouver des solutions, si besoin, européennes, etc., on n'avancera pas. Et je trouve que le Parlement est faible. C'est un maillon très faible par rapport à la Commission, qui est une force technocratique assez développée. Et puis, bon, il y a les conseils européens qui représentent les États membres. Mais je pense qu'il y a quand même des faiblesses. Et ne rêvons pas, tant que ces faiblesses ne sont pas abordées de façon sérieuse, l'image de l'Europe, elle sera floue. Et hélas, pour la plupart de nos citoyens, ce sera... parce que les gouvernements jouent là-dessus. C'est toujours la faute de l'Europe. S'il y a un problème, ce n'est pas la faute nationale. C'est l'Europe qui nous impose des règles. Il y a aussi ce déficit d'information, de communication, d'image. Il y a un travail énorme à faire, énorme. Mais à mon sens, parce que je parle autour de moi, là, ce qui me frappe, c'est que les gens sont révoltés de l'absence d'harmonisation fiscale. Et ils ont raison, on peut le croire. Vous avez les GAFA, etc. On est tout à fait démunis là-dessus. L'Europe n'est pas un bloc, elle est complètement divisée. Et tant qu'elle sera complètement divisée, le citoyen dira qu'est-ce que c'est que cette Europe? Le Portugal, vous ne voulez pas payer d'impôts? Vous partez au Portugal, vous allez là-bas. Vous ne voulez pas payer d'impôts sur la fortune? Vous allez en Belgique. C'est quoi cette Europe? Je veux dire, tant qu'on n'a pas ces fondamentaux, Erasmus, c'est bien, c'est très bien. Erasmus+, je vois que dans le Brexit, aujourd'hui, il y a eu un accord pour que les Anglais, même lorsqu'ils vont sortir du Brexit, puissent bénéficier d'Erasmus. Je veux dire, soit on est dedans, soit on n'est pas dedans. Et là, je ne sais pas comment la Commission Barnier négocie, c'est un peu curieux. Mais vous voyez, j'ai quand même des obstacles fondamentaux. Et à mon sens, cette perception restera très mitigé tant qu'on n'est pas capable de faire ces progrès. Et je ne suis pas sûr qu'en matière de fiscalité, d'harmonisation et autres, l'Europe ait une volonté politique de le faire. On est tout à fait d'accord avec vous, c'est bien pour ça qu'on est là. En fait, c'est parce qu'on n'est absolument pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment et qu'on a envie de changer les choses. Et notamment sur la question institutionnelle, le Parlement qui est trop faible, c'est sûr. Le Parlement n'a pas l'initiative sur la législation. C'est la Commission qui propose et le Parlement ensuite avec le Conseil de l'Union qui légifère, sauf que le Parlement n'a pas le dernier mot. Et donc ça c'est sûr, il faut agir à ce niveau-là. Ensuite sur la problématique des intérêts communs, on est d'accord aussi et à cela on peut répondre notamment par les listes transnationales. C'est quelque chose qu'on défend aussi, c'est-à-dire les listes transnationales, ce serait... finalement avoir des représentants au niveau européen. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que citoyen français, on peut avoir des représentants qui sont d'origine allemande, italienne, espagnole. Et donc ça voudrait dire, finalement, c'est ramener un taux d'européanisation, j'ai envie de dire, au sein de ces institutions-là qui serait plus élevé. Après, tous ces blocages-là, ils sont contenus par les traités, malheureusement. Et donc, il faut agir à ce niveau-là. Il faut agir aussi au niveau des traités. Il y a une énorme réforme institutionnelle à faire. Et ensuite, on pourra avancer à ce niveau-là. Je reprends parfaitement les propos de monsieur. Je trouve que, si vous voulez, tout ce qui peut se passer au niveau des différences entre les pays, et en particulier les paradis fiscaux cachés, c'est ravageur pour l'adhésion du grand public, on va dire, à l'Europe.
Évidemment, la pédagogie est extrêmement importante. On ne sait pas ce qui va se passer dans les 2 ans qui viennent ou les 4 ans qui viennent, mais est-ce que ça ne serait pas vraiment un point à creuser vraiment d'une façon extrêmement forte pour réapprendre ce que c'est que l'Europe aux enfants, en commençant par la base et un petit peu pour les adultes bien sûr, qui sont complètement, mais alors l'Europe c'est quelque chose qui leur est complètement étranger. Par ailleurs, 2 choses. D'autre part, est-ce qu'il ne serait pas possible de trouver par exemple 3 thématiques très fortes pour expliquer ce que l'Europe a permis de gagner par une collaboration entre tous les pays, une entente entre tous les pays, quelque chose d'assez concret qui puisse être justement exposé au grand public en disant, vous voyez, l'Europe, voilà ce que ça a fait, vous voyez ce que ça fait. Et pour avoir côtoyé et discuté parfois avec quelqu'un qui est un député européen, il explique lui-même que lorsqu'il est à l'Europe, il s'entend très régulièrement avec d'autres députés ou d'autres groupes qui sont au Parlement, qui n'ont pas du tout la même opinion a priori, mais sur des sujets très particuliers, ils arrivent à trouver un terrain d'entente et ça se passe très bien en dehors de leur groupe politique. Plusieurs réactions. Ouais, plusieurs réactions. D'abord, je vous invite à lire, peut-être que Paul peut diffuser le rapport, puisqu'on a les mails des gens, leur diffuser le rapport si ça vous intéresse. Vous verrez qu'on fait des propositions très concrètes et on a travaillé avec les représentants des 4 groupes au Parlement européen sur un accord à la hausse et en utilisant aussi les traités, parce que le traité de Lisbonne est utilisé entre 20 et 30%, donc très peu utilisé. On a des outils qui ne sont pas utilisés avant de faire de nouveaux traités. Moi, je pense que ça sera nécessaire, mais si on est incapable déjà d'utiliser tous nos outils, ça ne fonctionne pas. Et vous verrez que dans le rapport, on propose des choses très concrètes sur la convergence fiscale. On propose des choses concrètes, notamment sur l'éducation civique. Comment se penser européen quand aller dans la plupart des États membres, les gens n'ont pas une idée de pourquoi on a fait l'Europe. C'est pas dans les programmes scolaires. Moi, je suis aussi pour la formation, pas partout, et de manière très, très différenciée. Et à partir du moment où on n'a pas une compréhension commune, un socle minimum commun d'éducation civique, et pour moi, l'éducation civique, elle doit être tout au long de la vie parce que les choses changent. Ben, comment on peut se sentir européen ? Sur la fiscalité, c'est un gros sujet. Moi, je pense qu'il faut que la France, l'Allemagne, enfin un noyau dur de pays, prennent le lead là-dessus et donnent l'exemple. On peut faire des choses, mais s'il n'y a pas une dynamique, et c'est là que Macron a un rôle à jouer, une dynamique forte d'un certain nombre d'États membres, on sait ce qu'on peut faire. On a étudié plein de choses avec les Allemands depuis des années. Mais mettons-les en place. Mettons-les en place. Et donnons l'exemple aux autres, parce qu'on aura un effet d'entraînement. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les traités, c'est le reflet de la volonté des États membres. Et donc, le système européen, quand on dit l'Europe, c'est l'Europe comme union d'États membres. C'est pas l'Europe comme fédération exprimant un intérêt commun. Et le sujet, il est aussi là. C'est-à-dire que si les citoyens ne se mobilisent pas pour faire avancer le projet européen et ne créent pas un lobby citoyen qui soit un lobby massif, le sujet n'est pas pour la fédération ou pas pour la fédération. Le sujet est qu'on est dans un monde qui n'est plus européen, où dans moins d'une décennie, il n'y aura pas un État de l'Union qui sera dans le G8 des principaux États du monde, et où on a des intérêts à faire jouer ensemble pour continuer à exister, continuer à influencer. C'est ça le sujet. Autrement, tous nos beaux idéaux en termes de valeurs, en termes de lutte contre le réchauffement climatique, en termes de commerce et d'équilibre, et nos systèmes sociaux, ils vont s'effondrer de manière très rapide. Donc l'enjeu, il est là. Et donc le sujet, pour moi, c'est comment on fait émerger une vraie force citoyenne qui pousse les dirigeants à aller dans un sens qui soit, alors je ne sais pas si c'est plus fédéral, mais en tout cas qui porte les intérêts communs et qui fasse que les gens se sentent dans une vraie communauté de citoyenneté. Et il y a des trucs assez simples qu'on peut faire. Ce qui a effrayé les Européens ces dernières années, c'est les migrants. On voit partout. La France n'a que quasiment pas de migrants. On a accepté d'en accueillir 20 000, soi-disant, et on est à quelques centaines, je crois, moins d'un millier. Enfin, c'est ridicule. Mais c'est pas un choix. C'est-à-dire quand le monde tout autour de l'Europe s'effondre,
et le Moyen-Orient n'est pas encore stabilisé, loin de là, et on voit que l'Afrique subsaharienne reste un vrai danger et qu'on ne va pas réussir ad vitam à utiliser la Libye pour bloquer les migrants, parce que la Libye n'est pas un État. Et les projections de la Commission européenne, c'est que si la Libye s'effondre, vraiment, il y a 4 à 5 millions de migrants qui risquent de venir. Comment on fait? Aucun gouvernement n'a accepté qu'on fasse une étude pour savoir les enjeux à court, moyen et long terme des migrations. Aucun, même pas la France. Comment voulez-vous qu'on prenne des décisions en matière de migration si on n'a pas une idée des enjeux, des risques et des éventuelles opportunités de cette problématique, de ce défi? Et on en est là. Et moi, je crois que sur un certain nombre de sujets de bon sens, il faut avoir du bon sens et il faut pousser nos dirigeants à prendre des décisions de bon sens, mais sur la base d'analyses véritables. Et moi, ce qui m'effraie, c'est que sur plein de sujets, on refuse d'analyser parce qu'on veut montrer qu'on agit, et puis on veut rester dans son précaré national. Et ce que je ne sais pas faire, c'est comment passer, quand il y a un manque de volonté politique, d'un intérêt local à un intérêt européen. Et mon idée, à tort ou à raison, c'est qu'il faut utiliser les technologies, il faut utiliser le fait qu'il y ait au moins un tiers des Européens, un tiers des citoyens de l'Union qui se sentent vraiment européens. Et aujourd'hui, les derniers sondages montrent que 70% des Européens croient en l'idée européenne, pas forcément l'Europe telle qu'elle est, mais croient en l'idée européenne. Essayons de mobiliser au moins ce tiers d'Européens pour faire un lobby citoyen et poser les vraies questions. Et utilisons les nouvelles technologies, utilisons les réseaux sociaux, mais pas seulement, pour créer une dynamique de questionnement, pour voir qu'est-ce que l'Europe apporte, comment l'Europe peut mieux protéger les gens, comment l'Europe peut offrir plus d'opportunités, comment se sentir plus européen. Faisons confiance aux gens, et une fois qu'on a ces préoccupations, demandons aux gens de transformer ces préoccupations en propositions politiques positives, pour qu'on se réapproprie tous le projet. Les gens en ont envie, les gens en ont vraiment envie, mais il faut prendre la main. Macron a parlé des conventions démocratiques, il a évoqué le sujet aujourd'hui au Conseil européen, il n'y a pas un État membre qui a suivi. Et pourtant, il y a un tiers des Européens qui sont prêts à aller dans ce sens-là. Et donc, pour moi, la question, c'est de rétablir cette dynamique en s'appuyant sur les gens, parce que ce n'est pas les chefs d'État et de gouvernement qui prendront l'initiative. Ils ne la prendront que s'ils sentent une... Et on est à se regarder les uns les autres, parce qu'on attend, la réponse des États, et la réponse des États, elle n'est jamais venue. Donc, comment on fait pour se mouiller? Moi, j'essaie de sortir de ma zone de confort, parce que j'aurais pu ne jamais me poser mes questions, vivre tranquillement à l'Union européenne de radio-télévision, avec les télés, les radios et mon bon salaire, et ne pas passer de temps à ces sujets. Et je crois que j'ai une responsabilité, et il y a plein de leaders d'opinion aussi qui ont cette responsabilité. Mais on ne peut fonctionner que si des gens comme vous se disent on va ensemble essayer de voir comment on peut bouger le cocotier. Pour répondre plus précisément à la question sur qu'est-ce que l'Europe nous apporte. L'Europe, elle apporte à plein de gens. Moi, j'aimerais que ces gens-là, qui sont très conscients... Hier matin, j'étais à une réunion avec les fonds structurels. Je veux dire, dans plein de pays, les gens savent qu'ils ont créé leur boîte, ils sont encore agriculteurs, ils peuvent faire des projets de recherche grâce à l'Europe. Mais, mon Dieu, que tout cela se rassemble et vienne dire, ben voilà ce que l'Europe apporte. Les femmes, on l'oublie, mais c'est dans le traité de 57, le traité de Rome, que l'égalité homme-femme pour la première fois est affirmée au niveau international. Et Simone Veil, que j'ai eu la chance de bien connaître, rappelait combien la loi européenne, pour le coup, avait changé la vie des femmes et avait inspiré les régulations, les lois européennes et par défaut les lois nationales. L'égalité homme-femme, l'Europe, c'est vital. Ce qu'on appelle la privacy, le respect de la vie privée, ce n'est pas l'Union européenne, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, qui a imposé contre la volonté de la plupart des politiques, parce que la Convention européenne des droits de l'homme est un organe supranational que la France a signé très tard, a ratifié très tard, a imposé comme valeur fondamentale cela. Et c'est pour ça qu'en Europe, on a ce qu'on appelle la régulation, le GDPR en anglais, General Privacy Data Regulation,
On a cette régulation européenne qui va s'appliquer à partir de mai et qui protège les citoyens contre les risques des réseaux sociaux. Et donc, qui protège l'intégrité, finalement, de la personne humaine, le respect de sa vie privée. Et il y a plein de choses très concrètes sur lesquelles la neutralité du net qui est en train d'être remise en question aux États-Unis et qui permet à chacun d'avoir accès à tous les contenus du net. Aujourd'hui, pour des millions de jeunes, c'est vital. Demain, ça sera possible aux États-Unis uniquement si vous payez, et si vous payez des abonnements de plus en plus chers. Voilà des choses très concrètes qui sont possibles. Et il y a des centaines d'exemples. Mais je crois que le sujet n'est pas là, parce que l'expérience montre aussi que si on communique que sur les exemples, et c'est ce qu'avait essayé de faire Michel Barnier dans le grand dialogue citoyen qu'il avait organisé en 93-97, et ce que d'autres ont essayé de faire après le référendum le non français, et ben les gens, une fois qu'ils ont leur plus-value, se disent « ouais mais c'est pas suffisant, quoi d'autre ?» Et donc moi je crois que le vrai sujet, c'est de recréer un sentiment d'intérêt général commun, c'est de permettre à chacun d'avoir une expérience européenne commune, parce que, ouais, vous me dites Erasmus pour les collégiens, c'est pas prêt. Mais si les gens ne se sentent pas européens d'une manière ou d'une autre, si la culture européenne, un truc que j'ai proposé, auquel je crois, sur lequel j'ai pas réussi à avoir d'accord, c'est que j'aimerais que les fonds européens financent des séries européennes. C'est pas des séries sur l'Europe, mais fassent que les meilleurs réalisateurs, les meilleurs showrunners, les meilleurs scénaristes travaillent ensemble pour faire des épopées et racontent que, parce que dans la plupart des pays de l'Union, les familles, en fait, ont des racines européennes multiples. Même dans des pays, entre guillemets, épurés, où on a l'impression que... Mais c'est pas vrai. Chacun a des histoires européennes. Et donc, il faudrait re-raconter ces histoires européennes. Il y avait une série que l'UER a financée qui s'appelle The Team. Et que la France, à l'époque, à regret après, n'a pas prise parce qu'elle pensait que ça ferait... Comme c'était une coproduction européenne, ça aurait peu d'impact. Dans tous les pays où elle est passée, il y a eu entre 30 et 40% de part de marché. C'était une équipe d'Europol qui devait résoudre 4 crimes. Et quand je vois Netflix qui fait les aventures de Léonard de Vinci, c'est moyen, ils ont fait des trucs meilleurs. Je me dis, mais attends, Vinci, c'est par essence un personnage européen. Pourquoi les services publics, et pourquoi l'Union ne faciliterait pas la narration de ces grandes épopées? Ça donne du sens commun. Ça permet de réinscrire les citoyens. Ça permet de faire qu'il y ait des millions de téléspectateurs qui voient que l'Europe, c'est aussi quelque chose de... C'est aussi une histoire commune, c'est des racines, c'est des histoires humaines, quoi. Dans le passé, comme dans le présent. Et il y a plein de familles aujourd'hui qui sont européennes. J'ai pas vu, mis à part les Norvégiens qui sont pas quand même au cœur de l'Union européenne, des séries où on voit des familles de différentes nationalités et pourtant il y a des millions de citoyens européens qui sont dans cette circonstance, dans cette situation, et tout le monde en connaît une. Dans n'importe quel village français, vous avez des Européens qui participent à la vie. Regardez Plus belle la vie. Moi j'aime bien Plus belle la vie. Ben, il n'y a pas un Européen dans Plus belle la vie. Mais c'est une blague, parce qu'à Marseille, il y a plein d'Européens. Enfin, je donne des exemples qui font que on peut rendre ça plus concret. Mais je suis d'accord, il faut une vraie démocratie européenne, il faut que les élections européennes permettent de choisir un vrai président de l'Union, il faut que les prochaines élections européennes soient un véritable enjeu, et puis il faut que nos dirigeants nationaux se sentent forcés à penser un peu plus européen et à porter un peu plus la parole européenne. Pardon d'avoir été trop. Vous pouvez juste dire votre prénom quand vous parlez, comme ça on sait à qui on parle. Bon, tout ce que vous avez dit, je souscris, donc ne prenez pas mon intervention comme une critique, loin de là. Je voudrais 2-3 points. Sur le citoyen, je ne sais pas si vous êtes au courant, la Commission a lancé un programme qui s'appelle Back to School, qui permet, donc renseignez-vous, allez voir des gestes. Il existe depuis très longtemps. Hein. Donc ça, c'est exactement la finalité d'envoyer dans des écoles des enfants jeunes, des gens pour témoigner de l'intérêt de l'Europe. Donc on pourrait maximiser, amplifier ce programme pour sensibiliser dès le plus jeune âge les enfants sur le concept européen. Les migrants, j'avais oublié ça dans ma première intervention, très intéressant. Vous avez vu le Conseil européen d'aujourd'hui, Tusk a fait une sortie contre la politique des migrants, contre le concept des quotas. Et peut-être que la Commission s'est trompée en disant les migrants, on va les régler comme ça, 2 millions en Allemagne, etc.
Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous prenez le groupe de Visegrad, la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, etc., le citoyen, il n'en veut pas. Moi, j'ai passé 8 ans en Pologne, c'est un pays 100% blanc, ils n'en veulent pas. Donc, c'est là où on bute. Et c'est un sérieux problème, parce qu'on va avoir 20 millions de migrants dans les 15 ans à venir. Qu'est-ce qu'on va en faire? Il va falloir les absorber. Mais l'Europe a une réponse qui n'est pas partagée par les États membres. Qui n'est pas partagée. Alors, si on n'analyse pas la situation et si on mais elle est analysée, on sait combien de... Ouais, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ben, écoutez, il y a 20 millions de personnes qui vont arriver, l'Algérie va se vider de ses jeunes, ça va arriver massivement. C'est un flux qui ne peut que s'amplifier. Donc il faut des réponses qui ne sont pas sur la table. La politique structurelle, je suis tout à fait d'accord avec vous. Très bon exemple. Qu'est-ce qu'on voit? En Pologne, l'Europe donne 85 milliards. Qu'est-ce que font les Polonais? Ils achètent des avions américains, ils font leurs autoroutes par des Chinois, etc. C'est la liberté de l'Organisation mondiale du commerce. Mais je veux dire, les principaux bénéficiaires qui tirent ces mannes financières dans la politique structurelle, parfois sont les premiers à ne pas jouer le jeu européen. Alors là, il y a des règles aussi. Il y a la règle de l'OMC. Bon, on ne peut rien leur dire. Mais c'est un très bon exemple. Et la politique structurelle a fait beaucoup sur la France. Mais des choses qui n'ont rien créé. Ça fait des décennies qu'on verse des milliards sur la Corse, sur les DOM, on n'a pas créé un seul emploi, le PIB n'a pas augmenté, etc. Ça aussi, il faut que ces politiques où il y a des masses financières aient un impact. Et là, l'Europe, ce n'est pas sa faute, c'est la faute des régions et des nations. Ce que vous dites n'est pas vrai partout. C'est pas vrai partout, c'est vrai. L'impact, il est uniquement dans les nouveaux États membres. Dans les anciens États membres, on donne des milliards en Italie, il n'y a rien, les autres journaux est toujours... Voilà. Il y a un impact fort dans pas mal d'États membres. Donc il ne faut pas non plus dire qu'il y a zéro impact. Si on prend la France, zéro, mais ce qui est normal d'ailleurs, c'est ce qu'on donne, est 1% du PIB. Voilà. Mais je veux dire, même avec peu, on peut faire parfois des choses plus utiles. Mais vous avez raison, on a créé beaucoup de soutien aux PME, etc. Donc ça, c'est des politiques qui sont, à mon sens, un véritable succès. Hein. Là, je suis d'accord avec vous. Merci. Léa, vous voulez réagir? Oui, juste sur l'aspect de l'arrivée des migrants, je voulais juste préciser que, en effet, il y a des pays qui ne sont pas d'accord pour accueillir des migrants. Il n'empêche que quand on adhère à l'Union européenne, quand on adhère aux valeurs de l'Union, on adhère aux principes, et notamment au principe de solidarité. Si les pays ne respectent pas le principe de solidarité entre les États membres, si les pays ne respectent pas ce principe, en fait, ça veut dire qu'à un moment, il faut que l'Union agisse envers ces pays-là. Il faut que l'Union mette en place des mécanismes de contraintes pour que ces pays-là respectent les accords et respectent les principes qui sont établis. En plus, sur la thématique migratoire, l'accord établi, donc le dernier accord Dublin 3, bon, il est catastrophique. La base de cet accord est complètement obsolète et les deux États qui en pâtissent le plus, la Grèce et l'Italie, sont dans une situation terrible parce qu'ils sont seuls au Parlement et personne ne les écoute. Mais à partir du moment où on adhère à l'Union, il faut mettre en place ces mécanismes-là. Alors là, en ce moment, ce qui est débattu, c'est savoir si on ne couperait pas les fonds européens pour ces pays-là. Bon, pour moi, ça, c'est pas une solution viable parce que les fonds européens touchent directement les populations et les régions. Or, c'est pas possible. Par contre, il y a d'autres choses qui existent. Il y a la Cour de justice de l'Union européenne qui peut agir. Il y a plein de choses à mettre en place et c'est en débat et c'est en cours de construction. Mais voilà, on adhère aussi aux principes et c'est important de le rappeler, je pense. Moi, je vais ramener le débat pas sur la suprastructure Union européenne qui, pour le pauvre Kidam qui va travailler tous les matins, pour lui, c'est un truc complètement obscur. J'ai assisté récemment à une conférence à l'Institut Pasteur sur l'évolution du moustique. Et il y avait Eric Ursona qui a pris une échelle de valeur. L'humain, c'est 4 générations, 1 siècle. Et pour le moustique, c'est, je crois, 80 générations pour une année. Donc ce que je veux parler, c'est de l'évolution de la personne qui vit tous les jours, qui essaye de vivre correctement et qui effectivement se dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire, mais j'ai mon quotidien à gérer. Donc il y a une évolution
mentalité au sens noble du terme que je vais employer, et qu'il faut laisser le temps au temps pour que les gens s'adaptent. Donc moi, je suis née 2 ans avant le traité de Rome, donc moi, je suis une pro-européenne pour d'autres raisons familiales, et je vois qu'autour de moi, j'ai des gens je travaille en société de services, ont beaucoup de mal alors qu'ils ont les capacités, mais ils n'ont pas été, entre guillemets, préparés. Ça rejoint un peu ce que vous disiez avec Erasmus+, et ce genre de choses. Et ça existait aussi pour les collégiens, c'était les fameuses correspondances avec le correspondant dans un autre pays, les villes jumelées, on allait faire un tour. C'est vrai que ça s'est raréfié aussi. Donc, moi, je pense qu'il faut du temps pour que... Vous parliez de 70% tout à l'heure, il en faudrait 30%. Il y a des gens qui sont très réceptifs, qui se disent oui, allez, banco, on y va. Puis il y en a d'autres qui disent attends, moi, c'est pas ma préoccupation, moi, c'est d'autres préoccupations. Et je pense que ça, on pourra mettre toutes les structures qu'on veut en place. Si la personne n'a pas la sensibilité européenne, vous savez, quand un nain ne veut pas avancer, il n'avance pas. Il faut qu'on ait quand même l'opportunité d'avoir... Parce que moi, je crois que c'est à l'école que tout se passe. Et si à l'école, il n'y a pas un minimum d'éducation civique, si l'intérêt de l'Erasmus des collégiens, c'est que ça oblige. On avait voulu créer Erasmus pour tous, par exemple, parce que l'accord politique a été créé, on l'a eu il y a 10 ans déjà, pour faire qu'une génération entière, on l'a eu, on ne l'a pas mis en œuvre. Donc il y a toutes les bases politiques pour démocratiser Erasmus et aller beaucoup plus loin. Il faut juste s'appuyer sur un accord qui est un accord validé. Il faut que le Parlement européen... C'est un problème de budget, en fait. Mais le principal obstacle qu'on avait vu au développement d'Erasmus, même dans les universités, c'est que les gens en charge des programmes Erasmus dans les universités n'avaient pas fait Erasmus, étaient très mal à l'aise. Et on voyait aussi, parce qu'il y a eu des programmes aussi pour les écoles et pour les profs d'école, etc. Ils étaient aussi mal à l'aise. Et les gens qui s'en étaient... Donc si on ne prépare pas une génération entière et on ne sensibilise pas, on a beau créer des programmes très très beaux sur la théorie, ça ne fertilise pas. Et donc moi je pense qu'il y a un sujet qui est comment on fait pour que très tôt, une génération entière ait cette opportunité, et ça oblige les professeurs à s'y mettre, et ça oblige les parents à s'y mettre. Et donc il y a une dynamique qui touche toute la société. Et c'est à peu près la même dynamique qui avait été mise en place pour changer l'école en Finlande. C'est-à-dire qu'on avait commencé avec les tout petits, et les profs étaient obligés de s'y mettre, les parents étaient obligés de s'y mettre, et ça avait eu un impact sur tout le système de créativité. Et donc ça, moi, j'y crois véritablement. Après, on n'arrivera pas à convaincre tout le monde, et ce n'est pas le sujet. Mais je pense que le sujet, c'est de donner à chacun l'opportunité. Il y a énormément d'envie, d'engagement dans les pays occidentaux aujourd'hui, et c'est donner à chacun l'opportunité d'avoir un vrai engagement européen. Et ce n'est pas pour la fédération ou pour autre chose, mais c'est de participer au débat d'idées européens. Et je crois que là, on peut faire des choses. On peut organiser la vie publique et la démocratie dans cette perspective. Il y a tellement de débats dans tous les sens, sur tout et n'importe quoi, mais il n'y a rien à l'échelle d'une nation, à l'échelle du continent, qui permet de débattre sur ce que nous voulons faire ensemble. Et je crois qu'il faut poser cette question, est-ce qu'on veut vivre ensemble ou pas? Je veux juste revenir sur la question des migrations. L'Europe ne peut pas tout faire, mais il y a des trucs qu'on peut faire sans traiter et sans violer les États membres. Il y a plein de villes, la ville de Varsovie, parce que vous parlez de la Pologne, monsieur, mais il y a plein de villes en Europe de l'Est qui sont prêts, qui l'ont dit, à accueillir des migrants, parce qu'elles ne sont pas de la sensibilité politique du gouvernement, parce qu'il y a des maires locaux, à Varsovie, à Cracovie, etc., qui se disent « Moi, je suis capable de convaincre mes électeurs, je veux y aller, et je pense que c'est le sens de l'histoire et c'est le sens des valeurs. Pourquoi l'Union européenne n'utiliserait pas les fonds structurels pour financer des projets de terrain ?» Et ça c'est faisable, sans même accord, sans même qu'il y ait l'accord de tous les États membres. Et ça aurait un mérite, c'est que ça permet petit à petit d'acculturer, et on voit que partout où il y a des expériences de ce type-là, il y en a eu dans le nord de la France par exemple, avec des maires dans des communes, les nordistes ne sont pas très migrants en ce moment, hein, mais dans toutes les communes où les maires ont pris l'initiative
et ont mis des moyens, l'intégration se fait plutôt bien, et la perception des gens a changé de très négatif à positif, voire très positif. Et donc je pense que le sujet, c'est de créer ces possibilités et d'utiliser les fonds communautaires pour ça. Moi, je vois un problème juste très soucieux, très préoccupant, c'est que le Royaume-Uni va partir, qu'il va partir, il participe au budget de manière importante. Il n'y a pas un État membre aujourd'hui qui est prêt à mettre 1 euro budgétaire en plus. Et en parallèle, on dit que l'Europe doit s'occuper de la sécurité, qui était un sujet régalien, de la sécurité des Européens. Elle doit avoir une approche sur l'immigration. Nouvelle priorité. Les États membres ne sont pas d'accord sur quoi faire, mais ils sont d'accord pour dire que c'est une priorité. Autre priorité, la défense européenne. Il faut qu'on investisse en matière de défense européenne. Donc on voit les nouvelles priorités sur lesquelles tous les États membres et tous les citoyens sont d'accord, et on voit les eurobaromètres qui prouvent que les citoyens veulent que ces sujets soient traités d'une manière ou d'une autre par l'État, par l'Union européenne. Et de l'autre, il n'y a pas une ressource de plus, et il n'y a pas un État membre qui est prêt à revenir en arrière sur ce que l'Europe lui donne. Soit les fonds structurels, soit la PAC, Et là, il y a un problème. Il y a un problème, et ce problème, il faut le mettre sur la table. Et j'espère que notre président de la République, qui a une parole très européenne, va être capable de le mettre sur la table, parce qu'autrement, on ne fait que rafistoler à la marge un système qui ne sera pas capable de produire des résultats. Alors Lucie, moi j'avais une question, donc j'adhère tout à fait à ce que vous disiez sur la question des migrants. Je pense qu'effectivement les solutions locales c'est vraiment l'avenir, et qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ce plan-là, qu'effectivement l'Europe c'est la solidarité, donc on ne peut pas passer à côté de nos responsabilités. Mais alors est-ce qu'au niveau européen on a quelque chose, je ne sais pas, une commission, une institution qui serait un peu en charge de justement gérer tout ça, débattre tout ça, enfin vraiment une institution qui soit centrée sur ce problème-là des migrations, puisque actuellement c'est quand même quelque chose de central. Il y a l'agence Frontex. C'est une agence indépendante de l'Union européenne. Ça veut dire que Frontex, en fait, donc c'est l'agence qui gère tout ce qui est question en fait de la sécurité aux frontières extérieures de l'Union, puisqu'il y a uniquement donc notamment sur la Méditerranée, mais en fait ça s'étend très largement puisque ça va jusqu'aux côtes africaines en fait, en dessous des îles Canaries, etc. Donc c'est assez large. Le problème en fait de ces agences-là, c'est qu'elles se financent même pas par l'Union européenne, c'est-à-dire que c'est à la bonne volonté des États membres. Donc ce sont les États qui décident si oui ou non ils veulent financer Frontex, et s'ils veulent envoyer des agents pour aider là où il y a besoin d'aider, notamment en Méditerranée. La France s'est assez bien mobilisée et a envoyé des agents aux frontières italiennes et aux frontières grecques, Grèce, tout va bien. Mais en fait, ça dépend complètement de la volonté des États. Ça, c'est pour la sécurité. C'est pour les questions de sécurité. Sur la question, donc c'est la seule, plus ou moins la seule chose qui existe de manière concrète. Oui, des frontières, mais je veux dire, ça traite de la question migratoire. Sur l'accueil des migrants, en fait, la compétence est relevée au niveau des États nationaux. C'est-à-dire qu'il y a un accord qui gère les questions migratoires, qui offre ce qu'on appelle la protection subsidiaire aux personnes qui arrivent dans l'Union européenne et qui demandent l'asile, mais après ce sont directement dans les États membres. C'est-à-dire qu'en France, ça va être l'OFPRA qui va gérer directement ces questions-là. En Allemagne, ça va être le BAMF. Du coup, c'est redirigé. La question migratoire, c'est pas une compétence exclusive de l'Union européenne, et donc aucune institution n'existe. Mais ce qu'on pourrait faire dans le cadre des traités, c'est créer une agence pour l'immigration qui aurait pour mission d'analyser d'abord le défi, et puis d'apporter une aide concrète à ceux qui veulent, notamment aux villes, qui veulent le faire. Ça, c'est une proposition que j'ai faite. C'est une Allemande qui l'a faite, c'est Gesine Schwan, qui est une intellectuelle allemande, et elle a réuni, donc dans la dynamique de Civico, des maires de toute l'Europe à Gdansk,
le maire de Gdansk aussi est prêt. Donc il y a plein de maires polonais qui sont prêts à jouer le jeu pour réfléchir à comment on pouvait mettre en œuvre de manière concrète. Et on a fait une deuxième proposition qui doit être dans le rapport La Voie européenne pour un futur meilleur, qui est la création d'un haut conseil des migrants qui pourrait réunir à la fois des associations de migrants, des gens du système éducatif, un peu de tous les secteurs pour voir comment réussir l'intégration des migrants. En Allemagne, il y a eu un effort considérable de l'ensemble de la société civile pour voir comment faire. Au Canada, pays que je connais un peu, la société civile s'organise pour voir comment réussir l'intégration des gens. Moi, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à un partenariat entre les institutions privées, les entreprises, la société civile et les institutions publiques pour réussir l'intégration. Mais il faut en faire un combat commun parce que, comme Patrick le disait, on va faire face à des vagues migratoires très fortes. Mais il faut aussi qu'on ait une stratégie pour que les pays autour de l'Europe soient stabilisés du point de vue politique, d'une part, et d'autre part, soit en croissance, soit en développement, parce qu'on ne peut pas non plus accueillir tout le monde. Et aujourd'hui, on n'a pas cette stratégie. On n'a pas cette stratégie, et les États membres continuent chacun à avoir leur politique africaine, même si Emmanuel Macron a dit qu'il fallait une politique européenne pour l'Afrique. Monsieur. Une question simplement pour parler de ces phénomènes migratoires. Est-ce que vous pouvez préciser dans vos expressions si vous parlez de réfugiés politiques ou si vous parlez de migrants économiques? Merci. Parce que ce n'est pas le même ordre de grandeur. On est d'accord. Juste pour les réfugiés politiques, je pense qu'il faut que la Convention de Genève s'applique. Et ça, c'est fondamental parce qu'elle a été faite, cette convention, au lendemain de la guerre, parce que des dizaines de millions d'Européens avaient dû fuir ou étaient dans une situation précaire et beaucoup avaient requis l'asile politique. On a fait cette convention parce qu'on se disait, si jamais ça recommence, il faut que les Européens, finalement, puissent être protégés. Et ce qui est le paradoxe, c'est que quand ça touche des populations non européennes, on ne souhaite pas les appliquer. Et quelque part, c'est l'ADN de l'Europe. J'en discutais avec un type qui est formidable, qui est un grand philosophe européen, qui s'appelle Philippe Van Parijs. Et pendant la crise, le plus fort de la crise migratoire, il a retrouvé tous les textes du 15e, 16e, 17e siècle qui rappelaient que, et d'une part le christianisme, et d'autre part les pays européens avaient une tradition d'accueil et d'hospitalité, et notamment de ceux qui fuyaient d'autres pays. Et donc c'était vraiment au cœur de la culture européenne. Et je pense qu'on a tendance à l'oublier, et que quand il s'agit de populations qui ne sont pas européennes, on voit plutôt la menace que la responsabilité. Population subsaharienne qui représente un potentiel migratoire considérable. Comment voyez-vous la situation d'aujourd'hui? Qu'est-ce que font nos États membres en matière de rapatriement de ces migrants économiques? Parce qu'on n'en parle jamais. C'est toujours un mélange entre le devoir européen que vous évoquez, qui est un fondement culturel important, et derrière, il y a cette immense population déjà, et potentiellement encore bien plus grande. Quelle est votre attitude face à ces deux problèmes très différents? Je pense que, je répète ce que j'ai dit, je pense que pour ceux qui sont des réfugiés politiques, on a le devoir de les accueillir, même si c'est la première partie de votre question. Pour la deuxième partie, je pense qu'on est obligé d'accueillir une partie je vais appeler ça des réfugiés économiques, mais qu'on ne peut pas non plus tous les accueillir. Donc il faut que l'Europe ait une politique claire, il faut que l'Europe, avec le reste du monde, voit comment stabiliser un certain nombre de pays qui
draine des populations vers nous. La situation, par exemple, en Libye ou en Syrie, il faut qu'on stabilise et qu'on réinscrive ces pays dans des dynamiques de croissance. C'est pas normal que la Libye, qui est potentiellement un des pays les plus riches du monde, soit devenue comment dire, oui, c'est un vrai cirque politique. Enfin, c'est un chaos total. Et c'est de notre responsabilité, parce qu'on a aussi facilité les conditions du chaos dans ce pays. Et je pense qu'il faut qu'on se mette autour de la table pour voir comment véritablement stabiliser ces pays. C'est pas facile. Et la complexité, c'est que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est que s'il n'y a pas une voie européenne claire, nette, avec une vraie vision et une politique qu'on suit, eh bien, on n'arrivera pas à les stabiliser. Et donc, on va faire face à un raz-de-marée. Donc moi, je vois qu'une condition pour qu'on stabilise ces populations, c'est que l'Europe se comporte en puissance politique et géopolitique, avec une vraie stratégie. Et pour ça, quelque part, il faut que la France donne l'exemple, parce qu'on est un des rares pays à avoir une diplomatie extérieure. Il faut qu'on soit en mesure, puissante, influente. Il faut qu'on soit en mesure de dire on va mettre à contribution notre diplomatie dans l'intérêt des Européens. Mais il faut que vous, Allemands, vous, Italiens, etc., fassiez la même chose. Il y a un moment où il faut mettre c'est pas tant l'Union européenne, il y a un moment où quelques pays qui disent avoir une responsabilité et qui ont un vrai pouvoir mettent carte sur table en disant nous, on est prêts à avancer avec l'Allemagne, on est prêts à avancer avec l'Italie sur une vraie politique commune. Et on va mobiliser nos moyens dans cette perspective. Autrement, on est encore dans la situation de chaos actuelle où à la fois l'Union européenne essaie de faire des choses en Libye, où les Français veulent avoir leur contribution, etc. Ça ne marche pas. Je ne sais pas si ça répond, mais... Oui. Peut-être juste sur le distinguo de base entre migrants économiques et réfugiés politiques. Le réfugié économique, c'est une migration volontaire, alors que le réfugié politique, c'est considéré comme une migration non volontaire. C'est-à-dire qu'il est contraint à quitter son pays. Oui, évidemment, oui, on doit faire face aux deux. Actuellement, on doit faire face aux deux, et c'est justement toute la question qui se pose, c'est-à-dire selon quels critères, qu'est-ce qui fait qu'on va accepter plus une personne plutôt qu'une autre, et donc c'est ce critère-là qui a été choisi. Néanmoins, ce critère, il est obsolète maintenant. On le constate puisque, par exemple, une migration climatique, c'est considéré comme une migration non volontaire par la Convention de Genève. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui voit son pays complètement recouvert à cause de la montée des eaux, c'est quand même grave. Cette convention, elle a été convenue à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc maintenant, il faut la refaire. Donc voilà, il y a énormément de choses qui sont à faire, et notamment sur la compétence de l'Union européenne, qui est une compétence partagée, je le disais tout à l'heure. Il faut renforcer les moyens, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une agence qui soit créée. Il faut que cette compétence, elle devienne exclusive, parce que c'est un problème commun. C'est pas un problème uniquement qui touche uniquement l'Italie et la Grèce. C'est une problématique commune auquel doivent faire face les États de manière commune. Merci. Donc, je m'appelle Louise. Donc vous parlez justement de quelques États qui se mettent ensemble pour faire face à une problématique commune, mais en fait, j'ai l'impression que vous entérinez l'idée d'une Europe à deux vitesses, que de toute façon, l'avenir de l'Europe, c'est forcément une Europe à deux vitesses. Pourquoi on n'aurait pas, par exemple, une vraie diplomatie européenne avec, comme le fait Mme Mogherini, une chef de la diplomatie européenne, et où là, elle porte la voix des 28 encore aujourd'hui États membres, pour mener une vraie politique avec les pays du Moyen-Orient, avec l'Afrique. Il y a un accord, je crois, entre l'Union européenne et l'Afrique qui se dessine. Voilà, enfin, pour moi, la question, c'est pas simplement la France et l'Italie ou la France et l'Allemagne qui se mettent ensemble, mais plutôt comment est-ce que collectivement on se met ensemble pour apporter une réponse, comme vient de dire Léa, à un problème qui maintenant est commun. Je suis d'accord avec vous sur l'objectif. Le sujet, c'est qu'il y a un moment où il faut que tous les acteurs jouent le jeu. Et si des grands pays... Mais quand on parle de diplomatie en Europe, aujourd'hui, il y a 2-3 pays qui ont des vraies capacités diplomatiques. Si ces 2-3 pays ne jouent pas le jeu,
ça neutralise l'impact de la politique extérieure européenne. Et donc, moi, pardon de le dire, mais soyons, il y a un moment où moi je suis idéaliste, mais il y a un moment où j'ai travaillé au ministère des Affaires étrangères, je sais que la France n'était pas toujours d'accord avec les positions européennes, et donc on pouvait avoir deux voix, et que ça ne fonctionne pas. Et donc, si les principales diplomaties de l'Union qui ont des moyens, une culture, une vraie capacité d'action ne jouent pas le jeu, le service extérieur de l'Union, en fait la politique étrangère de l'Union, a vocation à rester une coquille vide. Et la parole européenne n'est pas suivie. Donc il y a un moment où dire, voilà, nous on veut une politique européenne, et on va vraiment jouer le jeu, et notre diplomatie va vraiment appuyer les intérêts communs. Et mieux que ça, on est prêt à rassembler nos ambassades dans un certain nombre de pays avec un certain nombre d'États membres pour vraiment fonctionner en commun. On est prêt à mutualiser nos ressources. On est prêt à avoir une politique de l'aide au développement qui est commune et de mettre dans le pot commun ces ressources. Vous voyez, je veux dire, il y a un moment où il faut que certains donnent l'exemple. Moi je crois pas, je pense qu'il y a de facto une Europe à géométrie variable, mais je crois qu'on a besoin de l'ensemble des Européens pour exister. Et je ne crois pas qu'il puisse y avoir un marché commun d'un côté dans lequel on mette la Turquie, le Royaume-Uni, etc., un marché unique d'un côté, et de l'autre, un noyau dur qui respecte des règles sociales. Il faut que le marché, et c'était la proposition de Monti, ait des règles sociales pour tous les États membres. Autrement, ça ne marche pas. Mais il faut quand même qu'il y ait des États qui commencent à dire « moi, je suis prêt », avec d'autres, à aller dans cette dynamique. Et donc, il faut des coopérations renforcées, ouvertes, pour que certains donnent le là, parce qu'on n'arrivera jamais à faire tout à 27 dès le début. C'est tout. Mais si vous regardez la réalité de l'euro aujourd'hui, l'euro c'est quoi? C'est 20 États membres. 19, bientôt 20, ou 19. Vous regardez les États qui ne sont pas dans la zone euro. Il y a notamment le Danemark et la Suède, mais tout ce qui se passe dans la zone euro, ils le suivent. La réglementation bancaire, ils ont une monnaie qui est fixe par rapport à l'euro. De facto, ils sont dans la zone, ils sont dans la zone euro. La Pologne, moi, je suis sûr qu'un jour ou l'autre, ils rentreront dans l'euro. Donc, je suis convaincu qu'il va y avoir. Enfin, on ne peut pas avoir un marché sans avoir une monnaie commune pour tous, une monnaie unique pour tous. Et on ne peut pas avoir un marché durable s'il y a des inégalités entre les pays qui sont trop fortes. Et donc, il faut un minimum de convergence sociale. C'est ce que Jean-Claude Juncker a exprimé dans son discours sur l'état de l'Union. Mais pour que cette convergence ait lieu, il faut quand même que des États prennent la main, parce qu'il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour le faire à 27. Et ça, on peut le faire dans le cadre des coopérations renforcées. Et ça, la France, typiquement, avec l'Allemagne et d'autres pays, peuvent initier cette dynamique-là. Mais faire tout à 27 dès maintenant, j'y crois pas. Madame, vous voulez intervenir? Oui. Alors, Émilie, par rapport à cela, en fait, il suffit quand même d'un État. Enfin, monsieur parlait de la fiscalité, des paradis fiscaux. Enfin, en fait, on voit bien qu'il suffit qu'il y ait une ou deux exceptions pour que finalement le modèle ne soit pas opérant. Du coup, moi, j'avais envie de savoir quelle était votre sensation. Vous avez dit que vous êtes un idéaliste. C'est-à-dire, comment concrètement on peut parvenir à finalement des avancées de ce point de vue-là, en termes de discipline. Il s'agit de discipline européenne, en réalité. Comment faire pour y parvenir? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le rejet par les citoyens de l'Union européenne, elle est liée justement à ces questions de travail détaché, à ces questions de dumping fiscal. Enfin, et en fait, on voit bien que tant qu'on n'aura pas fait au moins un progrès un peu conséquent de ce point de vue-là, les gens ne vont pas s'y intéresser parce que ça les énerve en fait. Donc moi j'ai envie de savoir quel est votre sentiment très concrètement là-dessus, sur une manière dont ça peut évoluer au-delà de la mobilisation des citoyens qui commence à opérer, effectivement, je pense. Et il y a un autre point que j'aimerais que vous abordiez, le thème du débat, c'est Brexit-Catalogne. J'ai envie d'avoir votre point de vue aussi sur les tendances identitaires dans les régions et si vous pensez que ça va se généraliser
généraliser, si vous pensez que... Et comment on fait résonner ces dynamiques-là avec l'ensemble des problématiques qu'on est en train d'évoquer. Je vous remercie. Léa. Alors, par quoi commencer sur comment trouver, finalement la question c'était comment, si je résume, comment trouver des solutions concrètes en fait à toutes les problématiques qu'on vient d'aborder. En fait, je pense qu'il y a les deux vecteurs qui doivent jouer, c'est-à-dire qu'il faut d'un côté communiquer, parler d'Europe, il faut réussir à mobiliser les citoyens, mais en effet, il faut aussi changer les choses par le haut. Et en fait, pour moi, c'est pas la coopération de quelques États qui fait que, c'est l'Union européenne qui doit prendre ces initiatives-là et qui doit faire les choses. C'est-à-dire qu'au Parlement, il y a des gens qui travaillent énormément et qui ont énormément d'idées pour changer l'Europe, pour la faire avancer. Et ces gens-là, il faut qu'ils soient écoutés et ils peuvent... Enfin, il y a vraiment des grandes choses à faire. Après, pour moi, ça va être... le changement, il faut qu'il soit institutionnel. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut prendre des décisions avec une commission avec ces 4 organes finalement qui n'arrivent pas à avoir une synergie entre eux. Le Parlement n'a pas le dernier mot dans sa législation. Finalement, ce sont les ministres sollicités sur tel ou tel sujet qui ont le dernier mot. Et ça, c'est plus possible. Ça ne peut pas marcher. Donc, il faut une chambre représentative des citoyens qui doit avoir le dernier mot dans le processus législatif, c'est clair. Sur l'aspect Brexit et Catalogne, du coup, en fait déjà c'est deux choses qui sont complètement différentes. Le Brexit, c'était une volonté du peuple britannique de vouloir quitter l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient plus d'accord avec ce qui se passait au niveau européen, qu'ils n'étaient plus d'accord avec les politiques menées par l'Union, etc. La situation en Catalogne, c'est complètement différent. C'est une région d'un État qui souhaite faire scission avec son État territorial, mais qui manifeste une volonté de continuer à vouloir faire partie de l'ensemble européen. Alors là, du coup, il y a plein de questions qui en découlent. C'est encore très flou. La prochaine échéance, c'est le 21 décembre avec les élections régionales. Pour le moment, on ne sait pas vraiment parce que l'Union a décidé de... Enfin, elle ne veut pas prendre de décision, elle ne veut pas s'immiscer dans le débat pour des questions d'ingérence, c'est-à-dire elle ne veut pas prendre de réelle position parce que elle considère que c'est l'Espagne son unique interlocuteur puisque c'est l'État membre de l'Union européenne et non pas la Catalogne. Mais en fait, selon moi, elle devrait vraiment se positionner en tant que médiatrice. Et donc, pour ça, il faut un réel cadre juridique qui va dire le rôle de l'Union européenne sur ce débat-là, c'est d'arbitrer, en fait, d'arbitrer vraiment cette question-là. Les questions identitaires, vous avez raison, elles sont de plus en plus présentes. Et donc, c'est quelque chose que l'Union européenne doit anticiper. Comment on anticipe ça ? C'est toujours la même chose. Selon moi, c'est toujours... il faut créer des organes qui nous permettent de gérer ces problématiques-là. Parce que y a la Corse, parce qu'il y a la question de l'Écosse, parce qu'il y a la question même de l'Italie du Nord, la question de la Flandre, toutes ces questions-là alors, on peut vraiment aller loin dans les questions identitaires, mais on peut vraiment élargir le débat. Mais finalement, l'Union européenne doit anticiper ces mouvements-là parce que c'est des revendications qui sont dans la tendance. L'État-nation pour moi, l'État-nation est en réelle crise et donc il faut faire face à tout ça. Comment on fait face ? Il y a déjà un organe au niveau de l'Union européenne qui s'appelle le Comité des régions. Et donc, c'est un organe qui est uniquement consultatif. Qui permet de consulter en fait les régions sur ce qui se passe au niveau local. Mais en fait, c'est pas suffisant. Il faudrait créer un Sénat européen et au niveau de ce Sénat européen, avoir des réels représentants des États, mais aussi des régions. Que ces régions puissent s'exprimer, que leurs opinions puissent être prises en compte dans la réalisation concrète des politiques européennes. Et ça, c'est quelque chose qui est faisable.
nous, on défend ça au niveau de notre association. C'est aussi porté par des politiques européens, notamment Schulz, qui a émis cette idée-là assez récemment. Mais voilà, après, c'est au niveau institutionnel, c'est ce qu'il faudrait faire. Voilà, sur cette question-là. Sur le Brexit, c'est encore, je pense que c'est encore autre chose. On peut pas vraiment, c'est pas vraiment comparable. L'accord de la semaine dernière, c'est concentré sur la question de la citoyenneté, parce que c'est une question qui est extrêmement forte et extrêmement intéressante. Il y a aussi la question de la frontière avec l'Irlande du Nord qui s'est posée aussi, mais c'est clair qu'il y a des conséquences qui sont à anticiper, et également sur la question du Brexit. Et l'Union européenne se doit d'avoir une politique cohérente et de créer des organes qui soient cohérents et efficients sur ces questions-là. Enfin, il y a une problématique de fond qui concerne tout l'Occident. Et cette problématique de fond, c'est que les gens ont tendance à... On est dans des sociétés divisées, les gens ont tendance à se replier sur eux-mêmes, et ça on le voit partout. On le voit même aux États-Unis, on le voit au Brésil, etc. Donc, et les démocraties et les institutions sont remises en question, et notamment les institutions nationales et les médias nationaux. Et donc il y a une forme de crise démocratique, et c'est d'ailleurs le succès des démocraties libérales un peu partout. Je pense qu'il y a ce contexte-là d'un côté. Ce contexte-là, avec la peur de la mondialisation, parce que l'Occident a dominé le monde pendant 5 siècles, fait que les gens cherchent de nouveaux repères, et le repère national ou le repère régional est un repère qui est assez facile, et ce n'est pas forcément la solution. Ça, c'est pour le grand tableau, je dirais. Sur le cas britannique, je pense que le référendum a été une erreur. Il s'est fait pour des raisons opportunistes de David Cameron, qui voulait donner un gage à une partie de sa majorité. Les Britanniques, si c'était à revoter, les sondages montrent qu'ils voteraient dans un autre sens. Les jeunes pro-européens qui auraient voulu voter ne sont pas allés voter. Et puis c'est un pays qui est très divisé quand je parle de pays, c'est l'Angleterre, entre les riches et les pauvres. Et je pense qu'il y a un problème d'identité fondamentale qui s'est déporté, comme je l'ai expliqué plus tôt, sur le sujet européen. Le sujet catalan, c'est autre chose. Ça, c'est quasiment paradoxal, c'est le sentiment d'être riche et de devoir sa richesse uniquement à soi-même. Et donc, de ne pas en faire, et c'est le défaut de solidarité, mais c'est aussi une abdication de l'État espagnol qui a accepté que toute l'éducation au niveau régional soit laissée aux mains des indépendantistes. Et au bout de 3 ou 4 décennies, on forme des gens, malgré eux-mêmes, qui souhaitent l'indépendance, parce on leur a bourré le crâne. Honnêtement, tout le monde le savait dans l'Union européenne, mais personne n'a jamais voulu, même pas en Espagne, poser le problème tel qu'il est. Et donc, c'est aussi le résultat d'une absence, d'un vacuum politique et d'un vacuum intellectuel, parce que les intellectuels espagnols non plus, maintenant ils commencent à poser le truc, mais quelques décennies trop tard. Donc je pense que les situations sont un peu différentes. Je ne sais pas quel va être l'aboutissement. Ce qu'on a vu, c'est que il y a 1000 entreprises catalanes qui avaient leur siège en Catalogne, qui ont remis leur siège dans le reste de l'Espagne, et des entreprises emblématiques. Planeta, le deuxième groupe d'édition européen et qui est le premier groupe sud-américain, la Caixa, qui est la première banque, etc., etc., etc. Donc ça va faire réfléchir tout le monde, parce qu'en vérité, il y a une vraie dépendance, et la Catalogne a profité de l'Espagne, et les entreprises catalanes, en tout cas les grandes entreprises catalanes, en sont extrêmement conscientes, et elles sont conscientes aussi qu'elles ont besoin d'un accès au marché sud-américain. Et à mon avis, les boîtes se sont délocalisées parce qu'elles tiennent au marché sud-américain. Après, il y a l'ambiguïté européenne quand même, parce que l'Europe a favorisé le développement régional.
Et donc un certain nombre de régions se sont dit, on peut être, on est dans des grandes dynamiques. Finalement, la Catalogne, elle se développe avec le sud de la France, ça fait le nord de l'Italie, pareil, avec ce qu'on appelle la banane bleue, etc. Et donc chacun se dit, je peux être autonome dans le cadre de cette dynamique régionale supranationale. Et ça favorise aussi les sentiments de... Et moi, je ne pense pas que dans le contexte actuel, l'Europe doive favoriser l'indépendance des régions. Je pense qu'il y a des vraies logiques, en Espagne notamment, culturelles, historiques, et il ne faut pas laisser, comme on a laissé finalement au XIXe siècle, des faux nationalismes, inventant des langues, mettant de côté des siècles de tradition et des siècles de cosmopolitisme, enfin de mélange, à la poubelle. Et je pense qu'il y a un vrai risque là-dessus, et je pense que ça mérite de nos intellectuels, s'il y en a encore, un vrai débat. Et je regrette que ce débat n'ait pas lieu, parce que c'est un débat fondamental sur ce qui a fait de nous des Européens pendant des siècles. Voilà. Donc moi, je serais très prudent sur une chambre de représentation des régions. J'y suis pas opposé, mais il ne faut pas favoriser des dynamiques qui sont des dynamiques artificielles. Et je pense que la dynamique catalane est une bulle qui a artificiellement... Je pense que la Corse est autre chose, parce que la Corse, ils ont besoin d'argent, et il y a un moment où se posera la question de l'argent véritable, où il faudra, où les choses sérieuses se poseront. Si les Corses veulent être indépendants et sont prêts à l'être sans la manne française, why not? Mais je pense aussi que il faut être très prudent sur la langue. Il faut que vraiment les fonctionnaires corses puissent continuer à parler, les enfants, etc., puissent continuer à parler les deux langues de manière autonome. Il ne faut pas qu'une langue régionale exclue. Moi, je suis pour les langues régionales, mais je ne pense pas qu'il faut que la langue régionale exclue la langue nationale. Je pense que là, il y a un vrai risque, et donc il faut articuler ça de manière intelligente et placer les gens devant leurs responsabilités. Nous arrivons bientôt à la fin de ce débat. On va prendre les dernières questions. Une question et une remarque. La question, vous avez parlé tout à l'heure de l'Europe qui avait favorisé le développement régional. En quoi ? D'une façon concrète. Et d'autre part, je me rends compte que dans tous les sujets qu'on a abordés, on est toujours en proie en fait au problème d'inégalité. Parce que finalement, quand on parlait, pourquoi les Français avaient voté contre l'Europe en 2005, c'était parce qu'ils voulaient une Europe sociale, etc., etc. Et finalement, quand on voit ce qui se passe, toutes les personnes qui ont soulevé des questions concernant les migrants, si les migrants viennent chez nous, c'est parce qu'ils pensent trouver la richesse et qu'ils quittent la pauvreté. Si on a des problèmes fiscaux, c'est parce qu'en fait, certaines personnes essayent de faire des profits à l'extérieur et essayent de trouver la meilleure solution, la plus optimale pour leurs propres intérêts. Donc, on revient à la question, à mon avis, fondamentale. Et vous avez d'ailleurs tout à l'heure aussi insisté sur le fait que l'Europe avait justement structuré socialement tout un tas de sujets, avec des progrès sur l'organisation. Tout à l'heure, vous parliez de l'Europe sociale qui avait défendu beaucoup d'intérêts, et finalement, on en arrive là. J'ai oublié de me présenter, Marilyn. Merci Marilyn. Je crois que la dame avait une question, vous voulez qu'on les prenne tous en même temps? Moi je dois filer, donc je vais juste répondre à votre question, et puis je vous laisse avec Léa si Léa peut continuer. Je pense que d'abord, il y a moins d'inégalités en Europe que dans le reste du monde. Il y a une étude qui a été faite qui montre que, et bien moins. Et secondo, il y a des inégalités dans tous les États. Moi je pense qu'une des raisons du vote britannique en faveur du Brexit, qui aura ou pas lieu, j'en sais rien, en tout cas je ne mettrai pas ma main à couper complètement, c'est qu'il y a des énormes inégalités au Royaume-Uni. Je crois que l'Europe a contribué par les fonds structurels, notamment par les dynamiques commerciales, etc., à réduire les inégalités au sein de l'Union, et ça on le voit. Et d'ailleurs, avant la crise de 2007, les inégalités dans l'Union et les inégalités aux États-Unis, qui est un État fédéral, comme vous le savez, étaient à peu près répartis de la même manière. Les écarts d'inégalité se sont accrus depuis. Mais aux États-Unis, les écarts entre les riches et les pauvres se sont accrus. Je pense que l'inégalité, de manière générale,
et ce qui remet profondément en cause nos démocraties qui ont été construites dans des dynamiques de réduction continue des inégalités. Et aujourd'hui, on ne sait pas faire. Et ça se pose aussi bien à l'Union qu'à chacun de nos États membres. Et donc il ne faut pas reporter sur l'Union une responsabilité qu'elle n'a pas. Au final, ce n'est pas son rôle majeur, l'Union européenne. Son rôle majeur, c'est de créer une base commune pour avoir une force commerciale, c'est la paix, et c'est un certain nombre de droits fondamentaux qui sont plutôt mieux respectés dans l'Union européenne que dans le reste du monde. Ce n'est pas parfait, mais c'est déjà considérable. C'est déjà considérable. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas non plus tout demander à l'Union. Il faut que dans chacun de nos pays, on se pose des questions. Et il y a un autre élément qui est très important, c'est que la perception des inégalités en Europe est moins acceptable que dans le reste du monde. Et elle est de moins en moins acceptable, alors que, bon, elle reste quand même moins large et les dynamiques sont plutôt stables qu'ailleurs. Mais nous, on ne l'accepte pas. Et à partir du moment où nous, on ne l'accepte pas collectivement, il faut qu'il y ait une réponse politique. Et aujourd'hui, l'Union n'a pas fait de la lutte contre les inégalités sa priorité parce que les États membres ne l'ont pas souhaité. Et donc moi, je pense que il serait bien que dans le cadre des débats, du débat pour les élections européennes, où il risque d'y avoir des candidats qui vont se présenter à la présidence de la Commission européenne, ça sera un thème majeur. Et je pense aussi que ça serait bien que le président de la République française, qui considère qu'il a lui-même et qui n'arrête pas de respecter que sa génération a une responsabilité particulière par rapport au projet européen, mette ce thème sur la table. Parce que je pense que c'est un thème fondamental. Et je pense que parce que les Européens considèrent que les inégalités sont problématiques, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays, eh bien, ça soit un vrai projet, un vrai sujet politique, et ça soit un vrai enjeu européen, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Guillaume Clossat d'avoir participé à ce débat. Tu veux... Juste sur l'aspect pourquoi l'Europe a favorisé, parce que je pense que M. Clossat n'a pas répondu à la question, pourquoi l'Europe a favorisé que je ne sais plus comment vous avez... Voilà, le développement régional, je ne savais plus comment vous avez formulé ça. En fait, c'est parce que l'Union européenne est basée sur le principe de subsidiarité, et donc le principe de subsidiarité qui veut que pour faire en sorte d'avoir une politique plus efficace, on prend les décisions au niveau le plus proche possible. C'est-à-dire que par exemple l'Union européenne a les compétences exclusives au niveau par exemple de l'agriculture et de la pêche, mais par exemple, d'autres politiques seront uniquement décidées au niveau régional ou national. Ça dépend de la constitution des États. Et donc du coup, ça a créé, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le FEDER, c'est un fonds régional, donc c'est un fonds en fait que l'Union européenne attribue directement aux régions. Et donc en fait, ça a créé cette espèce de dialogue et de dynamique uniquement entre les régions et l'Union européenne. Mais c'est toujours pareil, c'est assez différent et cette répartition elle est assez inégale entre les États, puisque en France on a cette constitution par région, en Allemagne c'est la même chose, mais sauf que les Länder ont beaucoup plus de compétences en fait que nos régions à nous, parce que c'est un État fédéral. Mais dans d'autres pays, et je ne saurais pas vous citer lesquels, mais d'autres pays ne sont pas divisés en régions. Et donc du coup, cette dynamique, elle est différente. Mais c'est peut-être ça qui est différent, et donc c'est peut-être là-dessus. C'est pour ça que le développement régional a été énormément favorisé par l'Union européenne. Mais c'est assez normal. Après, je ne suis pas sûre que les problématiques identitaires soient basées, partent de l'Union européenne a favorisé cette politique et ce développement régional, donc ces dynamiques sont créées là. La Catalogne, par exemple, c'est des raisons historiques, économiques, mais ça, je pense que c'est pas lié. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut faire aussi très attention et prendre vraiment les différentes régions vraiment au cas par cas. Par exemple, l'Écosse, on voit que ça s'inscrit vraiment dans une démarche pro-européenne, parce que contexte Brexit. Mais par exemple, la Catalogne, on se demande s'il n'y a pas une instrumentalisation justement de cette démarche pro-européenne quand Puigdemont dit on veut que la Catalogne reste dans l'Union européenne, par exemple. Vous pouvez répéter dans le micro, s'il vous plaît. Que maintenant, il ne veut plus rester dans l'Union européenne, comme
l'Union européenne ne l'a pas soutenu, parce que vraiment, heureusement qu'on ne l'a pas soutenu, parce que là, c'était la région où il y a le plus de liberté et de progrès que n'importe où en Europe. Et ben, il ne l'a pas soutenu. Il croyait qu'ils allaient compter sur l'Europe. C'est pour ça qu'il s'est déplacé là-bas. Mais on ne l'a pas soutenu. Le président de l'Europe, il s'est déplacé en Espagne, il a bien dit qu'il faut respecter les lois. Parce qu'en plus, là, le problème, c'est qu'il n'a pas respecté les lois. Il s'est fabriqué de nouvelles lois. Être indépendant, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un délit. Mais non respecter les lois, oui. Et c'est ça qui s'est passé là. Pourquoi vous considérez qu'un vote régional, c'est hors la loi? Et en quoi vous considérez que l'Europe aurait dû agir avant? C'est pour vous la question du coup. Mais les lois qu'il a fait dans son parlement, il a fermé son parlement, il a fait ça mais il faut suivre ça. Vraiment, c'était quelque chose de Oui. Oui, mais alors voilà, suivez, vous voyez bien, il a respecté toutes ces lois. Et maintenant, il s'en va là. Et la preuve que tout le monde il va accepter la nouvelle sélection. Il a fallu aller sur la Constitution pour mettre de l'ordre. Toutes les entreprises, tout le monde s'en allait de Catalogne. C'est incroyable, il a divisé la Catalogne. Il a sauté. Très bien. C'est pas un délit. Excusez-moi. Mais il faut respecter les lois. On va devoir clore ce débat. Est-ce que Léa, vous avez un mot de la fin? En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette 3e Université des Arènes. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de nos prochains événements, notamment un débat au mois de janvier sur la loi travail. Merci.